Donc merci pour cette invitation. J'ai l'intervention d'aujourd'hui, la participation à ce séminaire, elle s'inscrit en fait dans un projet de recherche qui est porté donc par Christophe Kim, qui est critique d'art justement et enseignant à la aide à Genève. C'est un projet de recherche qui est donc financé par le Fonds national de la recherche suisse, le FNS, et qui s'intitule Habiter l'espace extraterrestre. C'est un programme en partenariat avec le CNES, qui est donc l'Agence spatiale française, donc aide et CNES, dans lequel on s'intéresse, pour le dire très brièvement, à des objets qui sont conçus et réalisés pour habiter l'espace extraterrestre. Donc il y a deux lignes de travail, d'un côté l'habitat extraterrestre et ses formes, et puis de l'autre l'habiter extraterrestre et ses problèmes. On travaille voilà, sur ces deux lignes de recherche. Et on s'intéresse à des questions, voilà, donc quel habitat pour l'espace extraterrestre, ou que signifie habiter l'espace extraterrestre. Alors, un point qui est important pour ma participation aujourd'hui à ce séminaire, c'est que on travaille finalement assez peu avec la fiction, ou en tout cas, si on travaille avec la fiction et avec le monde de la fiction, c'est plutôt pour y examiner la manière dont circulent des inventions qui sont faites d'abord et avant tout dans le champ de la recherche spatiale. Donc on travaille vraiment depuis le champ de la recherche vers celui de la culture, des arts visuels, du cinéma, de l'architecture. Alors voilà, ça c'est pour resituer le programme de recherche. Et moi, donc, mon rôle dans ce programme de recherche, c'est plutôt de m'occuper de cinéma et des arts visuels. On travaille également avec Gérard Azoulay, qui est le fondateur du laboratoire de recherche du CNES, qui s'appelle l'Observatoire de l'espace, qui lui justement vient du champ de la recherche spatiale, qui a plusieurs doctorats. Alors je sais plus si c'est en tout cas voilà, dans un champ scientifique lié au spatial. On travaille également avec Floriane Germain, qui est archiviste de l'espace, qui est une historienne de l'art, mais qui est rattachée au CNES et qui travaille sur le patrimoine en fait, spatial. On travaille aussi donc avec Christophe Kim, qui est plutôt dans le champ, on va dire, de la philosophie et de la critique d'art et de l'histoire de l'art. Et enfin, avec Anne-Lise Renon, qui est une spécialiste du rapport entre design et science. Donc voilà, on a chacun un rôle, on va dire, un peu spécifique au sein de ce programme de recherche. Alors aujourd'hui, ce qui m'intéressait d'aborder, c'était de penser vraiment, de revenir sur la dynamique qui peut lier l'habitat et les habitants dans un milieu spatial, puisque donc depuis les débuts de l'exploration spatiale, l'être humain est allé bien sûr seul, mais aussi accompagné dans l'espace. Il a été accompagné par diverses entités, il a été accompagné par des collègues, très simplement. Donc, en 1963, la première femme qui était dans l'espace, qui s'appelle Valentina Tereshkova, qui était russe, a été accompagnée, c'est assez intéressant d'ailleurs d'un point de vue d'étude du genre, mais elle a effectué ce qu'on a intitulé à l'époque un vol cosmique couplé. C'est-à-dire que deux vaisseaux volaient l'un à côté de l'autre de manière, disons, synchronisée, donc avec un astronaute, enfin un cosmonaute plutôt, qui s'appelait Valéry Vygotsky. Le premier vol avec plus d'une personne dans un véhicule date d'ailleurs de 1964, c'est le Voshchod numéro 1, donc là encore ce sont les Russes. Donc voilà, en tout cas l'histoire du vol accompagné date des années 60. L'être humain a aussi été accompagné par des plantes, ça c'est assez intéressant, je vais y revenir plusieurs fois. En 1971, c'est la première fois qu'on embarque à bord d'une station spatiale qui s'appelle Salyut 1, une serre, un système de serre qui s'appelle Oasis numéro 1. Et ce système va lancer les expérimentations russes en matière de botanique spatiale. Donc, l'être humain a aussi été enfin accompagné par des animaux. Les dernières missions, Apollo 16 et 17, au début des années 1970, embarquent des vers et des souris. La station Skylab, la troisième mission sur la station spatiale Skylab embarque elle aussi des souris et le premier poisson. Et puis à partir de la mise en service de la navette spatiale, au tout début des années 80, l'envoi d'animaux dans l'espace avec des équipages humains est de plus en plus fréquent jusqu'à nos jours dans l'ISS.
Évidemment, dans ce cadre, les animaux ne sont pas envoyés dans l'espace pour accompagner à proprement parler, hein, les spationautes, mais bien sûr, ils servent plutôt à des expériences scientifiques. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire de l'exploration spatiale, c'est une histoire de cohabitation et comme l'écrit Vinciane Desprez à propos du manifeste des espèces compagnes de Donna Haraway, c'est une histoire de socialité interspécifique, donc de socialité entre espèces, d'échanges entre espèces et de narration construite par le rapport entre différentes espèces et différentes créatures. De nos jours, la recherche spatiale qui porte sur les vols de longue distance, elle s'intéresse aux différentes sources de risques que peuvent comporter ces vols. Et parmi les dangers encourus, la NASA a classifié, disons, ces différents dangers. Donc c'est un programme qui s'appelle le Human Research Program, donc le programme en facteur humain, le programme de recherche en facteur humain, a classifié donc ces différents dangers. Évidemment, parmi ces dangers, on trouve, et j'imagine que ça va vous parler aujourd'hui, le risque lié à l'isolement et au confinement. C'est donc un risque social. Alors là, hop, je vais passer à la deuxième slide. J'aime bien cette illustration un peu dramatique voilà, du spationaute enfermé tout seul chez lui. Donc voilà, il y a différents risques. Il y a la radiation, l'éloignement, les environnements hostiles ou clos, mais il y a dans ces risques la question de l'isolement et du confinement. Alors il faut savoir que les problèmes psychosociaux ont été longtemps négligés dans la recherche, pour des raisons qui vont de la rareté des vols longue distance. Finalement, on a assez peu fait de vols longue distance jusqu'à aujourd'hui. C'est plutôt de l'ordre du projet que de la réalisation. Et c'est aussi lié, bien sûr, à la domination de la recherche par des disciplines qui sont issues de l'ingénierie et qui s'intéressent assez peu aux questions humaines. Mais ces problèmes reçoivent désormais une attention importante, puisqu'on a observé dans différents programmes sur Mir, dans la navette spatiale et dans d'autres missions de longue durée, notamment soviétiques, que cette question du confinement et de l'isolement posait des problèmes qui pouvaient devenir potentiellement très graves. Ces problèmes sont de différentes natures, mais ils vont du problème de l'espace privé, de la gestion des espaces privés, du manque de communication avec les proches, à une certaine monotonie sociale qui peut être générée par des interactions constantes, toujours avec les mêmes personnes. Et ces problèmes, disons, peuvent conduire à des formes de dépression plus ou moins sévères, à des troubles cognitifs, ainsi qu'à une baisse de la performance qui peut entraîner l'échec des missions. Donc vous voyez que c'est vraiment un point assez central, un danger, un risque qui est qui nécessite une attention toute particulière dans la recherche spatiale. Il y a évidemment une règle qui est que plus il dure longtemps et plus les tensions augmentent. C'est une règle assez universelle, on va dire. Et si vous voulez vous en convaincre, je vous incite à lire cet ouvrage, qui est un formidable journal qui s'appelle donc Diary of a Cosmonaut, 211 Days in Space de Valentin Lebedev, qui est un cosmonaute russe qui a passé quasiment une année sur Salyut 7, la station spatiale Salyut 7, au tout début des années 80, et qui raconte eh bien, les tensions assez fortes qui ont accompagné ce vol, voilà, ce séjour plutôt dans la station orbitale, avec pour seul compagnon donc un autre cosmonaute. Donc à l'inverse, une sociabilité diversifiée et pacifiée peut contribuer au confort psychologique, et c'est un facteur de ce qu'on appelle l'habitabilité. C'est une notion sur laquelle on va revenir aujourd'hui, une notion qui traverse différents champs disciplinaires, de la biologie à l'architecture, mais qui est aussi une notion clé et essentielle dans le champ de la recherche spatiale. Alors, voilà, donc c'est, je vais peut-être, oui, non, attendez. Donc, au départ, voilà, c'est une notion qui vient plutôt de l'astronomie. On s'intéresse à la zone d'habitabilité. Ça veut dire qu'en fonction de l'éloignement, de l'espacement entre les planètes et les étoiles, on détermine la possibilité d'y voir surgir une forme de vie. Et c'est notamment la question du maintien de l'eau à l'état liquide qui détermine ce qu'on appelle la zone d'habitabilité des planètes.
planète. Un autre aspect de cette notion concerne plutôt les environnements construits. Et on s'intéresse, voilà, évidemment, aux conditions nécessaires à l'implémentation de la vie sur d'autres planètes. Il s'agit donc de réfléchir à la satisfaction des besoins physiologiques, à la survie biologique et au confort de vie et au bien-être compris comme leur aboutissement. Donc ça, c'est un peu pour le deuxième volet de cette définition. Et la définition retenue par la NASA, que vous avez normalement sous les yeux, justement, est orientée à la fois vers le bien-être et la productivité, une mesure du degré par laquelle l'environnement peut promouvoir la productivité et le bien-être du coup des spationautes. Donc je définirais ici provisoirement l'habitabilité d'une manière assez générale comme une qualité environnementale, le degré de correspondance entre les besoins humains d'un côté et les performances de l'environnement devant subvenir à ces besoins de l'autre. Alors je vais revenir au robot, ne vous inquiétez pas, il y a une raison pour laquelle je déploie tout cet argumentaire. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de contre-mesures qui sont mises en place avant les vols, pendant les vols, pour tenter de corriger les effets de l'isolement et au confinement. Par exemple, protéger le sommeil, faire attention à la lumière, encourager les spationautes à tenir un journal. Et de nombreuses études s'intéressent à ces questions de cohabitation des équipages dans l'espace, mais aussi dans ce qu'on appelle les analogues, c'est-à-dire des lieux de recherche qui sont sur Terre, mais qui reproduisent un certain nombre de conditions liées à la vie spatiale. Dans ce cadre, la présence végétale a un rôle très important. Alors, la relation homme-plante en milieu spatial est un objet d'étude passionnant qui montre que la présence de plantes permet des expériences, produit de la nourriture fraîche, mais aussi amène un fort réconfort psychologique. Alors, quelques illustrations. Alors, c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu travaillé ces derniers mois, c'est-à-dire vraiment cette interaction entre l'homme et les plantes et les images qu'elles génèrent. J'ai trouvé énormément d'images où on voit en fait des cosmonautes ou des astronautes posés avec des plantes vertes. Donc là, la première image montre une astronaute américaine sur Mir. La seconde montre un cosmonaute russe sur Salyut 6, donc en 1981. Puis la troisième, c'est une expérience analogue. On voit c'est un astronaute, mais c'est un Allemand qui participe à une mission analogue qui tient fièrement une plante entre ses mains. Et je trouve qu'on perçoit bien dans ces images justement à la fois la manière dont ces plantes fonctionnent comme des fenêtres sur le vivant et peuvent apporter une forme de réconfort, en tout cas créer une forme d'interaction qui peut être bénéfique au confort des astronautes. Donc on sait voilà, que par exemple certains astronautes ou cosmonautes ont créé des serres ou fait pousser des plantes de leur propre fait, hors de toute expérience scientifique, donc dans les stations spatiales américaines et russes. Donc les interactions actives avec les plantes via l'agriculture et le jardinage ont des effets positifs sur la santé comportementale et des bénéfices cognitifs. Alors la question que j'aimerais me poser aujourd'hui consiste à se demander si la relation entre les hommes et les robots en milieu spatial, et plus spécifiquement des interactions avec des robots intelligents, pourrait jouer le même genre de rôle. Est-ce que l'interaction avec un robot pourrait, à l'instar de celle avec les plantes, améliorer le confort psychologique des spationautes? Les robots pourraient-elles devenir des amis électroniques des spationautes, comme les plantes sont leurs amies vertes? Amie verte, c'est justement un terme employé par un cosmonaute russe qui disait voilà, que dans sa station spatiale, les petites plantes qu'il voyait pousser, tant bien que mal, quotidiennement, étaient pour lui des green friends, donc vraiment des amis verts. J'aime beaucoup cette expression. Et est-ce que voilà, ces robots pourraient passer du statut d'assistant à celui de compagnon? Et enfin, voilà, qu'ils soient dotés d'une intelligence artificielle pourrait-il ou non changer la donne? Donc je vais donc examiner cette cohabitation dans le cadre du développement de l'habitabilité spatiale. Et pour le dire autrement, poser une question très simple, les robots sont-ils des habitants ou des objets?
Alors, je précise que dans le cadre de notre programme de recherche, justement, on a exclu d'emblée les robots du monde des habitants. Et depuis le début, je proteste contre cette décision, puisqu'on a défini les habitants justement comme, enfin, on les a définis par le vivant. Hein, voilà, donc, un habitant normalement, dans le cadre de notre projet, que un être vivant. Donc, évidemment, les plantes et les animaux et les êtres humains. Donc pour répondre à toutes ces questions, je vais procéder en deux temps, enquêter d'abord du côté de la fiction et puis ensuite enquêter du côté de la recherche spatiale avant de revenir sur l'hypothèse d'une habilité orientée du côté des objets et spécifiquement des robots. Est-ce que je m'interromps? Je sais pas s'il y a déjà peut-être j'enchaîne. En fait, j'ai l'impression de parler toute seule, c'est un peu étrange, j'entends personne. Béatrice, je t'entends pas. J'entends rien du tout, mince. Tout le monde a coupé son micro. Non, excuse-moi, je n'étais pas en train de parler. Ah, pardon. Enfin, j'ai une interaction. De grammaire, une question. Ok, alors donc si voilà, en tout cas s'il y a déjà des interventions, faut pas hésiter à m'interrompre. Voilà, j'aurais vraiment l'impression de parler toute seule. Alors, je passe à la question de la fiction. J'ai perdu ma page. Alors, évidemment, il faut revenir, c'est logique, à une question de définition, juste pour qu'on soit d'accord sur l'objet à propos duquel nous parlons. Donc, le robot. Le robot est d'abord une créature de fiction. Il apparaît dans la fiction avant d'apparaître dans les années 40 dans le monde de la technique. Et c'est un terme qui est récent puisqu'il date de 1921. Il est inventé donc, par l'auteur tchèque Karel Čapek dans son livre RUR, les robots universels de Rossum. Voilà, une petite démonstration du livre qui est ici. Et donc, ce terme vient du tchèque robota, qui signifie travail. Ça, c'est une étymologie qui est intéressante, puisque comme le souligne aussi Alain Ray dans son dictionnaire, donc dans la définition que vous avez dans le PDF, c'est un terme qui veut aussi dire travail forcé, corvée, et qui renvoie aussi à des notions liées à l'esclavage, au travail pénible de l'esclave, et donc seulement par extension à une activité laborieuse. Le mot est d'abord appliqué à un androïde artificiel capable d'accomplir des travaux normalement exécutés par l'homme et désigne plus généralement une machine à l'aspect humain capable de se mouvoir et de parler. Et par métaphore, bien sûr, il est employé à propos d'une personne qui est réduite à un état d'automate. Donc voilà, l'étymologie du mot rend visible, et son contexte de création, donc fictionnel, rend visible, il me semble, un rapport au robot qui est de nature instrumentale. Un robot est une chose que nous utilisons et que nous mettons au travail. Et pour le dire autrement, le robot est un travailleur avant d'être un humanoïde. C'est d'abord voilà, un travailleur que l'on exploite et que l'on utilise. Une autre définition du robot qui m'intéresse est produite par Isaac Asimov, qui est donc un auteur de science-fiction, qui a énormément écrit et défendu d'ailleurs les robots. Un grand nombre de ses nouvelles et de ses essais plus théoriques sur le robot, sur la figure du robot, sont réunis dans un ouvrage qui s'appelle Robot Visions, qui a été publié alors pas du tout en 1979, j'ai fait une erreur dans le PDF, mais en 1990. Mais c'est un ouvrage qui recueille des textes qui ont été écrits depuis disons, aux années 90. Dans cet ouvrage, il y a dans l'introduction de cet ouvrage, il donne une définition du robot qui m'intéresse aussi aujourd'hui, qui est le robot, c'est une machine plus un ordinateur. Il découle de cette définition le fait qu'un véritable robot ne pouvait exister avant l'invention de l'ordinateur dans les années 40, et encore davantage avant l'invention des microprocesseurs et des puces miniaturisées.
Donc, ce que je retiens donc là, vous l'avez, hein, vous l'avez normalement, je vous ai copié le texte. Il y a cette idée que finalement, le robot est à la fois une forme récente et une forme mimétique. Donc, il y a cette idée de mimétisme avec disons, la forme d'un corps humain, mais aussi l'intelligence humaine. Donc ça, c'est un point sur lequel j'aurais envie de revenir, puisque je vais utiliser aujourd'hui cette idée du robot d'une manière un peu, peut-être un peu lâche par moment, avec l'idée du mimétisme physique, mais aussi du mimétisme de l'intelligence. Hein. Je pense que voilà, j'ai choisi quelques exemples qui reprennent voilà, l'idée de l'intelligence mimétique. Par ailleurs, donc, plusieurs grandes lignes fictionnelles ont émergé depuis l'invention de la figure du robot. Alors, la première, c'est ce que Asimov lui-même appelle le complexe de Frankenstein. Il explique dans différents textes que finalement, une réaction commune devant le robot est une réaction de rejet, de dégoût, de terreur. C'est une réaction qu'il décrit notamment dans un texte qui s'intitule The Machine and the Robot en 1978 et qu'il explique de différentes manières. D'abord, la crainte d'une autonomisation de la création qui s'explique d'un point de vue moral avec disons cette idée qu'on retrouve depuis les premières mythologies grecques, cette idée de l'hubris, de l'humanité qui se mesurerait à Dieu et par là accomplirait une faute morale. Et puis d'un point de vue technique, il y a c'est toujours ce fantasme, disons, d'une création qui devient incontrôlable et le fantasme du remplacement de l'homme par les robots. C'est d'ailleurs le scénario du livre de Karel Capek. Désolée pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais en tout cas, ça se termine plutôt mal pour l'espèce humaine. Asimov, lui, en tant qu'auteur, défendait plutôt l'idée que les robots sont les servants, les amis et les alliés de l'humanité. Mais il explique justement dans ce texte de Machine and the Robot que c'est plutôt la peur qui l'emporte au moment où il écrit dans la science-fiction. Une peur qui s'explique selon lui de deux manières. D'abord parce que le monde des machines, disons, est de plus en plus effrayant. Le monde des machines et de la technique est de plus en plus effrayant. Et ça, c'est, on va dire, le syndrome post-Hiroshima, voilà, qui a révélé aux yeux du monde entier la terreur contenue dans les possibilités de l'humanité. Et la seconde raison est, selon lui, est plus subtile et elle a à voir, selon lui, avec l'évolution des carrières des auteurs de science-fiction. Au moment où il écrit ce texte, donc à la fin des années 70, la science-fiction a un énorme succès commercial. Elle attire de plus en plus d'auteurs et d'après Asimov, elle attire beaucoup d'auteurs qui ne sont plus portés à la science-fiction par leur intérêt pour la science, mais plutôt par la cupidité ou simplement la promesse d'un succès commercial. Donc, ces auteurs, peu intéressés par la science, et la technique, donnent, d'après Asimov, disons, de la technique une vision peu glorieuse, inquiétante, qui par ailleurs a cette qualité d'être beaucoup plus photogénique, disons que une vision plus modérée. Voilà, ça c'est en tout cas le complexe de Frankenstein, une première grande ligne narrative. Et puis, deuxième grande ligne, ce serait plutôt quelque chose qui relèverait de l'ordre de l'empathie pour la condition du robot, quelque chose qu'on retrouve chez Philip K. Dick, dont l'adaptation de sa nouvelle Do Android Dreams of Electric Ships, qui a donné Blade Runner, est vraiment représentatif en tout cas même iconique plus que représentatif de cette ligne fictionnelle qui représente le robot comme un travailleur exploité ou bien comme un être dont on néglige la sensibilité, dont on néglige la sensibilité. Alors ça donne des fictions qui se traduisent par des romances. Voilà, on accepte de s'engager dans une relation amoureuse avec ces robots. Donc symboliquement, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment cette idée de leur reconnaître une forme de sensibilité. Mais voilà, il y a aussi la figure du travailleur exploité. Alors peut-être pour ceux qui suivent cette série, qui diffuse en ce moment sa 3e saison, il y a une série qui traite énormément ça, c'est la série Westworld par exemple, qui montre la rébellion des robots, mais parce qu'ils sont littéralement exploités par l'espèce humaine et qu'ils veulent se défaire de cette exploitation et se libérer de cette exploitation. Donc il y a vraiment
un fantasme de l'affranchissement du robot. Et puis, il y a aussi un dernier, voilà, l'empathie, la pitié, l'amour. Donc la pitié, c'est aussi dans cette ligne fictionnelle quelque chose d'important. Là, je voulais juste évoquer une vision qui m'a été transmise par une artiste genevoise qui s'appelle Lorraine Huret. Lorraine Huret m'a dit qu'elle avait eu l'occasion de visiter une usine Nespresso et qu'elle avait été vraiment terrorisée par ce qu'elle avait vu, puisque voilà, l'usine était entièrement plongée dans le noir et elle voyait, voilà, c'est une usine entièrement robotisée. Il y avait des milliers et des milliers de machines qui travaillaient dans le noir toute la journée. Et elle a vu cette vision, voilà, d'une sorte de masse de créatures prises dans une forme d'exploitation totalement superlative. Voilà. Il y a Nicolas Goulard qui a une question. Je ne sais pas si tu as vu la petite main qui se... Ah non, j'ai pas vu, pardon. Qui s'est levée. Nicolas, vous mettez votre micro ? Vous m'entendez ? Oui. Oui, juste en fait, je me demandais quels étaient les auteurs, peut-être, je ne sais pas si c'est Philippe Cadic ou d'autres, que visait Isaac Asimov quand il disait qu'il y en avait qui voulaient faire de l'argent en étant catastrophistes. Alors ça, c'est une bonne question. En tout cas, dans le texte, il mentionne aucun auteur. Je sais par contre il y a une anecdote qui est intéressante, c'est qu'il paraît qu'Asimov est parti furieux de la projection de 2001 Odyssée de l'espace, en plein milieu, parce qu'il trouvait que le film donnait une très mauvaise vision des robots. Mais je pense qu'il parle aussi en fait de la science-fiction vraiment grand public. Hein. Après, j'ai pas creusé davantage. Là, je pourrais chercher si vous voulez. Mais voilà, dans ce texte, il évoque pas d'auteur en particulier. La quatrième dimension, par exemple, qui était très populaire à l'époque. Bah, en tout cas, il y a plein d'exemples qui me viennent en tête parce que c'est vrai que c'est toujours plus croustillant, disons, narrativement, de représenter l'humain comme une menace, enfin le robot comme une menace en tout cas. Ça génère des scénarios plus spectaculaires. Donc Terminator est un peu plus spectaculaire que, c'est pas, une histoire d'amour pacifique entre un homme et un robot. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas de... À part l'anecdote avec Kubrick, j'ai pas de nom particulier. Ah, c'est déjà très intéressant cette anecdote. Ouais, mais j'ai pas trouvé de. Enfin, je l'ai lu à plusieurs endroits, mais j'ai pas trouvé une source plus. Enfin voilà. Je sais pas si c'est tout à fait vrai, mais en tout cas, c'est crédible. Il faut que je cherche. Ouais. Merci. Je vous en prie. Alors voilà, en tout cas, ces lignes narratives relèvent d'une approche métaphysique du robot qui s'intéresse plutôt à leur mode d'existence pour le comparer avec le nôtre, hein, avec ces questions qui reviennent toujours. L'intelligence d'un robot est-elle véritable? Le robot a-t-il une âme, etc. Alors, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est plutôt d'examiner les relations qui unissent les humains et les robots et la possibilité que cette relation relève d'une forme de réciprocité. Et j'entends par là vraiment l'idée qu'elle ne se résumerait pas à l'accomplissement d'une fonction d'usage, même si elle l'implique. Donc, je vais essayer de décrire des relations et pas seulement des êtres. Alors, j'en viens à la fiction. Enfin, hop, voilà. Bon, un exemple. Alors, j'ai choisi simplement 3 exemples de fiction, il y en aurait évidemment beaucoup plus. J'ai choisi comme exemple des créatures intelligentes, non humaines, mais de création humaine, qui mêlent mécanique et informatique. Simplement, il ne s'agit pas forcément d'humanoïdes, et pas toujours de robots au sens strict. Voilà, mais il y a vraiment cette idée du mimétisme, soit physique, soit intellectuel. Alors, le premier exemple, que je pense que vous êtes nombreux à connaître, c'est celui donc, de HAL 9000, dans le film de Stanley Kubrick, donc 2001 Odyssée de l'espace en 1968. Donc HAL 9000, c'est le plus célèbre des ordinateurs de fiction. Son nom donc, signifie donc Heuristically Programmed Algorithmic Computer, donc littéralement ordinateur algorithmique programmé heuristiquement. Il est doté donc de la synthèse et de la reconnaissance vocale. Il est capable de reconnaissance visuelle,
c'est une interface homme-machine assez naturelle, qui émule donc la raison humaine. Et puis, c'est une machine gigantesque, hein, qui reprend le modèle des mainframes des années 60, donc ces ordinateurs, ces super ordinateurs qui occupent des salles entières. Donc on est bien avant l'invention évidemment des puces microscopiques, enfin des microprocesseurs. Et il est doté de certaines caractéristiques humaines, alors notamment une vraie voix. Donc, il faut savoir que dans le film, Kubrick fait appel à un acteur pour la voix de Hal. Il a également quelque chose qu'on pourrait assimiler à un œil, avec cette dimension panoptique qu'on retrouve, puisque cet œil est présent à différents endroits du vaisseau sur lequel il est installé. Et il est également doté d'un caractère qu'on pourrait qualifier de malveillant, donc un visage, un caractère malveillant, puisqu'il cherche et qu'il réussit évidemment à exterminer la plus grande partie de l'équipage du vaisseau Discovery One dans le film. Alors je ne sais pas si on a le temps de regarder un petit extrait. Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Béatrice? On peut Allô? essayer. On peut essayer. Ça risque. Bah sinon, voilà, il y a le lien, donc ça veut dire que vous pouvez après coup aller voir. Pardon. En tout cas, la séquence que j'avais sélectionnée, c'est un film très connu, hein, donc c'est forcément une séquence que vous êtes peut-être nombreux à avoir déjà vue, mais c'est ce moment où le personnage principal, dont j'avais tout d'un coup oublié le nom, est sorti à l'extérieur, a fait une sortie extravéhiculaire. Il demande à Hal de lui ouvrir la porte pour qu'il puisse revenir à l'intérieur du vaisseau, et Hal refuse cette demande. Donc j'ai mis justement dans le PDF une image que je trouve très très représentative, où on voit en fait qu'en tout cas est présentée cette confrontation entre Discovery One, le vaisseau, et la petite capsule qui est à l'extérieur du vaisseau. Et on les voit se regarder. Donc il y a vraiment de l'anthropomorphisme là, évidemment. On les voit se regarder dans les yeux presque, se faire face, se défier. Presque comme dans un western, hein. On est dans des motifs qui sont aussi empruntés, disons, à des genres cinématographiques, pas forcément liés à la science-fiction. Donc voilà, on est dans une relation de défi, de résistance, dans laquelle des puissances se mesurent et s'affrontent, et Hal 9000 est vraiment considéré, et doit être considéré comme un ennemi, en l'occurrence dans le fil narratif. Et bien sûr, chez Kubrick, on vient de le dire, hein, la manière dont il traite, disons, cette relation entre l'ordinateur de bord et les différents habitants du vaisseau Discovery One est bien entendu porteuse d'un discours sur la technique. Si vous vous souvenez, hein, dès les premières minutes, on voit bien sûr ces singes qui sont présentés comme sanguinaires, les premières minutes du film. On voit les singes présentés comme sanguinaires découvrir le principe de l'outil, puis l'utiliser quasi immédiatement pour tuer. Et donc chez Kubrick, la technique est une dominisation, mais son autonomisation comprend une part de mystère et de menace. Donc voilà, on est vraiment dans un discours pour le coup très, très brutalement résumé, très méfiant à l'égard de la technique et des robots. Un élément qui peut être intéressant d'ajouter, c'est que, comme vous le savez peut-être, hein, le film de Kubrick est une adaptation d'une nouvelle d'Arthur C. Clarke, qui est une nouvelle très courte qui s'appelle La Sentinelle. Arthur C. Clarke, c'est un auteur de science-fiction. Il a aussi participé à l'élaboration du scénario du film. Mais la nouvelle, en tout cas, est très brève et ne comprend évidemment pas toutes les parties du film. Elle se concentre sur la découverte, sur la surface lunaire, d'une entité extraterrestre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la nouvelle, en fait, cette extraterrestre n'est pas représentée sous la forme du monolithe comme elle est dans le film, mais elle est décrite comme une architecture, pas comme une machine, mais comme une architecture, et une architecture transparente, pyramidale. Donc il y a un changement radical de forme dans le passage de
de la nouvelle au film. Et ce changement radical de forme correspond aussi à un durcissement, je trouve, du discours sur la machine. Voilà. Cette chose extraterrestre dont la nature est un peu hésitante, puisque c'est une pyramide, peut-être une machine, peut-être une balise. Il y a une hésitation dans la nouvelle de C. Clarke. Mais cette hésitation disparaît, je trouve, dans le film, et il est clair que ce fameux monolithe est une machine qui porte de manière quasi allégorique, disons, un discours d'autonomisation des robots et des machines comme danger pour l'espèce humaine. Donc on est bel et bien, on va dire, dans le complexe de Frankenstein, un complexe qui serait ici doublé du mystère de la vie extraterrestre, qui est la partie la plus étrange peut-être du film de Kubrick. Alors là, j'aimerais passer à un deuxième exemple qui est le film Silent Running. Hop. Alors, excusez-moi, j'ai mon Word qui est en train de chauffer. Donc Silent Running, c'est un exemple qui, en fait, on va le voir, fonctionne en binôme avec 2001 Odyssée de l'espace. Donc Silent Running, c'est un film de science-fiction qui date de 1972 et qui a été réalisé par Douglas Trumbull, qui est un réalisateur américain qui a notamment réalisé les spéciaux de 2001 Odyssée de l'espace. Donc c'est vraiment et voilà, c'est intéressant parce que les deux films sont en lien. Le film se déroule dans un futur non situé, alors que la Terre a été affectée par un désastre écologique. Et on se situe à bord d'un gigantesque vaisseau qui navigue au large de Jupiter. Le personnage principal s'intitule Freeman Lowell, c'est un botaniste qui est chargé d'entretenir de vastes serres où survivent quelques espèces rescapées de la catastrophe. Et lorsque l'ordre est donné par la Terre de détruire les serres, Freeman refuse, il tue les membres de l'équipage et il essaie de prendre le contrôle de son vaisseau qui s'appelle le Valley Forge. Dans l'extrait que j'ai choisi, donc vous regarderez j'espère un petit peu plus tard, je l'ai choisi parce que justement il met en scène les relations entre Freeman et deux petits robots qui sont désignés comme des drones dans le film. Et durant cet extrait, on voit Lowell effectuer plusieurs actes symboliquement importants en compagnie de ces drones. Tout d'abord, il leur attribue un nom, donc il les appelle Huey et Dewey. Alors, c'est l'équivalent en français de Riri et Fifi, qui sont les trois petits canards, qui sont les neveux de l'oncle Picsou, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, il manque Loulou. Puis, très très en fait, le troisième drone a été détruit. Donc en tout cas, voilà, il les baptise Huey et Dewey. Il les reprogramme il les reprogramme pour qu'ils répondent directement à ses ordres à lui. Donc vraiment, il les reprogramme pour créer une relation directe avec eux. Et il entre avec eux dans une relation de partage et d'enseignement, puisqu'il y a toute une scène assez surréaliste où on voit Freeman Lowell leur apprendre à planter un arbre. Donc, voilà, un humain apprend à des robots à planter un arbre. Au cœur de la seule forêt restante du transporteur. Alors cette scène m'intéresse parce que dans les toutes premières minutes du film, il y a des plans quasi identiques qui montraient Lowell entouré de lapins et d'oiseaux de proie. Donc il y a un effet d'écho qui tend à mettre en relation en tout cas qui tend à mettre sur un même plan différents êtres, les plantes, les animaux, les robots et les humains, qui cohabitent au milieu de cet écosystème fermé. Alors Silent Running, c'est un film qui est profondément écologique. Son titre rappelle celui d'un pamphlet qui a été publié une dizaine d'années plus tôt, qui s'appelle Silent Spring, donc le printemps silencieux de Rachel Carson. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, mais c'est un qui avait connu un énorme succès aux États-Unis, puisque dans cet ouvrage, Rachel Carson dénonçait déjà en 1962 l'empoisonnement des écosystèmes par l'usage massif des pesticides de synthèse. Et ce printemps est silencieux puisqu'elle évoquait la disparition des oiseaux qui étaient tués en fait par ces pesticides de synthèse. Donc ce film défend des positions écologistes qui sont en voie de popularisation.
Et on pourrait le décrire comme une forme de science-fiction socialement engagée. C'est aussi un film qui est issu de la contre-culture, puisqu'il est réalisé à un moment où les studios Universal sont encouragés par le succès d'Easy Rider et confient des longs métrages à de très jeunes réalisateurs qui réalisent leur premier film, parmi lesquels Peter Fonda ou George Lucas, par exemple. Donc, c'est vraiment une sorte d'âge d'or, et bref, des studios hollywoodiens ou des réalisateurs sans grande expérience, mais de grand talent, ont tout d'un coup les moyens, disons, de produire des films avec un système de production auquel ils n'auraient normalement pas accès. Alors par ailleurs, comme je l'ai dit, le film fonctionne en binôme avec celui de Kubrick, puisque donc Trumbull est l'un des responsables des effets spéciaux sur 2001. C'est notamment lui qui réalise la fameuse scène du voyage interstellaire à la fin du film. Et il réutilise pour Silent Running un certain nombre de footage de 2001 qui n'avaient pas été utilisés dans le film. C'est par ailleurs quelqu'un qui a une grande expérience du film spatial parce qu'il a débuté son travail cinématographique dans une boîte de production qui s'appelait Graphic Studio dans les années 60, et cette compagnie de production a réalisé beaucoup de films de communication pour la NASA. Donc c'est quelqu'un qui a une habitude du film spatial et aussi de la collaboration, disons, avec le monde de la recherche spatiale. Mais on voit que voilà, en regard de 2001 Odysseée de l'espace, le discours du film de Trumbull est presque à l'opposé, puisque dans le film, le facteur de déstabilisation n'est pas lié à la technique, mais il est lié à l'humain. La destruction des écosystèmes fermés, que sont chacune de ces forêts, est la conséquence d'une décision humaine. Et c'est plutôt une confiance profonde dans la technique qui irrigue le film, qui suit en cela les voies d'une contre-culture pro-technique dont Richard Buckminster Fuller, par exemple, ou Stewart Brand à l'époque sont vraiment les héros, donc qui défendent une écologie technicisée, on pourrait dire. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que le film présente comme possible la cohabitation harmonieuse des hommes, des animaux et des robots dans un nouvel Éden qui serait rendu viable par la technique. Donc le film de Trumbull ne postule pas du tout l'humanité des drones, mais il postule en tout cas leur non-malveillance, hein, à l'inverse de celui de Kubrick. Il faut savoir que donc, dans ce film, les drones donc, sont reprogrammés. Ils ne parlent pas, mais ils ont quand même une forme d'expressivité par leur mouvement de bascule. Il y a aussi un petit œil qui s'allume et qui s'éteint. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont de petite taille, donc ils sont non anthropomorphiques, mais pourtant ils ont été incarnés par des acteurs humains. Il y a eu d'ailleurs à l'époque une sorte de mini-scandale puisqu'il a fait appel en fait, pour les films à des acteurs qui étaient amputés du bas du corps. Donc les photos de tournage ont déclenché à l'époque en tout cas un scandale puisqu'il avait été accusé d'exploiter ces gens alors que en tout cas, lui a défendu évidemment une toute autre position en disant que il fallait pas voir les choses comme ça. Bon, je sais pas tellement l'objet de la chose, mais en tout cas, voilà, ça explique aussi, en tout cas, que dans le fil, disons, du récit et du film, les mouvements et disons tout ce qui est de l'ordre de l'ergonomie, disons, de ces robots possède quelque chose d'humain. Dernier exemple, c'est celui donc de Gertie 3000 dans le film de Duncan Jones qui s'appelle Moon, qui est un film de science-fiction britannique de 2009. Donc Moon est un film, je vous fais un petit résumé rapide du scénario. Désolée, là encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai l'impression que je vais vous gâcher la vision de tous ces films. Donc, il y a un personnage principal qui s'appelle Sam Bell, que vous voyez à l'écran, qui donc est un employé d'une société qui s'appelle Lunar, spécialisée en extraction d'hélium à la surface de la Lune. Donc, c'est un personnage qui est isolé, confiné dans une station lunaire automatisée. Donc, il est le seul employé. Et il a justement pour seul compagnon Gertie, qui est un ordinateur mobile polyvalent doté de la parole. Le film commence alors qu'il arrive à la fin de son contrat de 3 ans et qu'il s'apprête donc à achever sa longue mission en solitaire et à retrouver sa famille.
Et petit à petit, le personnage est pris d'hallucinations et il comprend. En fait, l'extrait que que j'ai pas mis d'ailleurs sur le PowerPoint. L'extrait que j'avais choisi correspond à un moment de révélation lors duquel l'ordinateur, donc Gertie, révèle à Sam, donc en fait il est un clone, que la société emploie des clones et les détruit au bout de 3 ans, et qu'en fait il n'est pas question pour lui de repartir sur Terre, mais qu'il s'apprête à être en fait détruit par l'entreprise qui l'emploie. Donc c'est une scène qui est très intéressante puisqu'on a un robot qui en fait va à l'encontre de ce pourquoi il est programmé, c'est-à-dire servir l'entreprise Lunar, et qui s'engage, disons, dans une relation à la fois de compassion, d'amitié et de défense pour l'être humain avec lequel il partage l'espace de la station. Donc là, peut-être vous avez en tête les règles de la robotique éditées par d'Isaac Asimov, mais normalement, voilà, un robot n'est pas censé accomplir une mission pour laquelle il n'est pas programmé. C'est un robot dont le design est intéressant puisqu'il est à la fois mobile mais fixé sur un rail suspendu. Ça veut dire que dans le film, il peut passer d'une pièce à l'autre. Il a quand même une forme de mobilité, contrairement à HAL 9000 par exemple. Et il a une interface humanoïde qui est constituée de smileys. Donc il y a une sorte de registre assez simplifié des émotions humaines, avec voilà, un smiley qui rit, qui pleure, qui fait la tête, etc. Donc vous imaginez bien à quoi ça ressemble. Et là encore, un élément important, c'est qu'il est doté d'une voix humaine. Dans la version originale, c'est Kevin Spacey qui joue le rôle, disons, simplement par la voix de ce robot. Et puis, bien sûr, il est doté d'une intelligence artificielle. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ces deux personnages entrent dans une relation de compassion et d'amitié. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Alors, j'aurais pu choisir d'autres exemples. Là, je les marque rapidement, mais vous avez donc dans Alien un ordinateur de bord donc, qui, pour le coup, est d'un caractère assez neutre. On peut penser à, évidemment, la grande amitié qui unit CP3O et R2D2 dans la Guerre des Étoiles, puis dans tous les épisodes qui s'en suivent et qui précèdent. Et puis, beaucoup plus récemment, qui est assez intéressant, c'est celui de TARS dans Interstellar de Christopher Nolan, qui est ce robot constitué de parallélépipèdes métallisés. Donc, vous voyez l'image et qui, pour le coup, n'a pas du tout un aspect humanoïde, mais qui pourtant, dans le film, est doté d'un ensemble de caractéristiques. Il est doté d'une intelligence artificielle et voilà, il est engagé en tout cas dans une relation d'amitié avec le personnage principal qui arrive à le faire revenir, qui arrive à le sauver. Donc il y a vraiment une attention qui est portée, disons, dans le scénario à la relation qui unit ces deux personnages. Alors, pour conclure sur cette partie, simplement de dire que dans ces fictions, encore une fois, j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais les machines, les ordinateurs et les robots sont traités comme des personnes par entière. Ils disposent de caractéristiques à la fois physiques et psychologiques. Ils sont des embrayeurs d'action. Et ils sont pris dans des interactions qui sont loin de se limiter à un simple usage. Des relations d'amitié, d'entraide, de défis, de nuisances, de rivalité. La question de savoir jusqu'à quel point leur intelligence relève d'une simulation, d'une projection n'importe pas, car elle ne rend en tout cas pas caduques les relations. Enfin, au sein du scénario, elle ne rend pas caduques les relations que l'on peut ou non entretenir avec elle. Donc là, on voit bien que la question n'est pas de savoir si les robots possèdent une âme ou si une intelligence artificielle est vraiment une intelligence, mais plutôt de montrer que quelles que soient les réponses à ces questions, il est possible de nouer des relations de réciprocité avec ces outils, ces objets, ces créatures, en fait, le terme qu'on veut. Et là, je voulais terminer cette partie par une citation justement de Trumbull à propos de ces trois petits drones. Il disait la chose suivante, en 72, dans un entretien, il disait, voilà, si vous deviez revoir ce film, vous seriez surpris de voir que l'humanité de ces machines est un résultat de votre propre projection. Ils ne sont que du métal programmé.
Ce n'est pas 2001. La machinerie n'est pas malveillante ici. Il s'agit simplement d'outils. Et il insiste en disant que, en revanche, même s'il s'agit simplement d'outils, la plupart du scénario du film est constitué par la relation qui unit Freeman Lowell à ces deux petites créatures, à ces deux petits robots. Donc voilà, là c'est vraiment la question de la relation qui est intéressante. Et alors là, je vais passer. Alors voilà, je vous ai mis un extrait justement de cette interview. Voilà, il dit que voilà, il est décrit comme des compagnons qui ont été reprogrammés pour apaiser sa conscience et lui servir de compagnon, très simplement. Alors, ensuite, je vous propose d'en venir à la partie plutôt de la recherche spatiale. Mince, je l'ai perdu. Ah, il est là. Mince. Attendez, je vous remets le PowerPoint. Voilà. Donc, si on va voir du côté des assistants qui sont effectivement utilisés dans la recherche spatiale, on va se rendre compte qu'il y a une histoire qui est assez brève de ce point de vue-là, puisque le premier robot qui intègre un contexte spatial, c'est Robonaut 2 en 2011, envoyé sur l'ISS en 2011. Donc, qui est le deuxième prototype d'un humanoïde auquel on a par la suite ajouté un système de jambes. Donc cet humanoïde ne parle pas, mais il possède une dextérité manuelle qui est proche de celle des humains. Il a été mis au point conjointement par la NASA et par General Motors pour servir là, et c'est intéressant je trouve, il est destiné à servir à la fois sur Terre, en orbite, dans une station ou dans un vaisseau, mais également dans l'espace, c'est-à-dire lors par exemple de sorties extravéhiculaires. Ce robot est dans un état encore prototypique. Il n'est pour le coup pas encore adapté dans son état actuel à ces sorties extravéhiculaires. Il n'a pas les protections qui lui permettent d'affronter les radiations, etc. Mais en tout cas, il est destiné à ça. Et voilà, il ressemble à un humain et il est conçu pour travailler comme un humain. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est que finalement, la compagnie que peut représenter ce robot est décrite par les ingénieurs de la NASA plutôt sous l'espèce de l'efficacité du travail et pas du tout sous celle du confort émotionnel. Si ce robot peut servir de compagnon, c'est ce qu'il va être un assistant, c'est plus un collègue, on pourrait dire, qu'un compagnon. C'est quelqu'un qui va contribuer à accomplir une partie du travail qui incombe aux spationautes en contexte spatial. John Olson, qui est le directeur pour la NASA du bureau, alors c'est Exploration Systems Integration Office, donc le bureau le bureau des systèmes intégrés pour l'exploration spatiale, on pourrait traduire ça comme ça, précise donc sur le site de la NASA qu'il ne s'agit pas de concevoir un robot qui viendrait remplacer les humains, mais plutôt justement leur servir de compagnon, mais dans un cadre qui est celui du partage des tâches. Donc voilà, on n'est pas du tout dans l'idée d'un confort psychologique. C'est un assistant. Voilà. Un autre exemple est celui donc du Kibo Robot. Alors le Kibo Robot, lui, a été développé conjointement par la JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise, Toyota, l'université de Tokyo, Dentsu et RoboGarage, qui sont des boîtes de communication. Il a été envoyé sur l'ISS en août 2013 et activé quelques mois plus tard à l'arrivée donc de Koichi Wakata, puisque le robot ne parlait que japonais, donc il est doté du traitement automatique du langage naturel, de la reconnaissance de la parole, d'un synthétiseur vocal, d'un système de reconnaissance faciale et d'un système d'enregistrement vidéo.
mais il n'est paramétré que pour le japonais. Donc il ne pouvait pas communiquer avec les spationautes non japonophones jusqu'à l'arrivée de Koichi Wakata. Et ce robot, donc, qui est assez petit, hein, c'est vraiment, il a plutôt une forme de jouet, on va dire, 34 cm de haut, a été développé justement pour le coup pour examiner la manière dont un robot pouvait offrir, disons, un support émotionnel dans un contexte d'isolement. Et pendant les 18 mois de sa présence sur la Station spatiale internationale, tout un ensemble de données ont été enregistrées et collectées sur ses conversations avec Wakata. Et ça sert à une étude toujours en cours, disons, sur la manière dont les humains et les robots pourraient, disons, cohabiter pendant des voyages de longue durée. Alors pour l'anecdote, c'est assez beau, mais bon, quand le commandant Wakata est reparti sur Terre et qu'il a laissé donc le robot Kibo dans la station spatiale, le robot a prononcé les mots suivants. Il a dit: «Je suis un peu fatigué, je pense que je vais me reposer quelques instants, mais j'espère que vous regarderez parfois vers le ciel et que vous penserez à moi». Voilà, on a presque envie de pleurer. En tout cas, voilà, il a vraiment été conçu pour faire ce qu'on appelle du small talk, hein, c'est-à-dire vraiment de la conversation agréable. Donc, il est vraiment très clairement social. Alors, dans un tout autre genre, beaucoup plus Terminator, nous avons Fedor, le robot russe, un robot humanoïde russe d'1,80 m et 160 kg. Donc là, c'est une autre esthétique, évidemment. C'est le premier robot de ce type qui a été envoyé en orbite en 2019. Donc voilà, il a été envoyé en août 2019. Il est resté, je crois, 2 semaines sur la Station spatiale internationale. Il était attaché au sol, donc il n'était pas flottant, disons. Donc c'est un robot qui a une dextérité qui est très proche de celle des humains. Donc là encore, comme tout à l'heure, le robot Note 2, il est conçu plutôt pour des environnements de travail à haut risque, pour remplacer dans des situations dans lesquelles il serait trop dangereux de travailler. Donc là, par exemple, les sorties extravéhiculaires, on pense bien entendu à ça. Il peut être soit autonome, soit piloté à distance. Et il parle, il est équipé lui aussi d'une intelligence artificielle. Donc, je vous ai mis une petite vidéo très effrayante en fait où on voit en fait ce fameux Fedor tirer des deux mains. Il est capable de manipuler des armes de manière autonome, de telle sorte que le président de l'agence spatiale russe a dû préciser que le robot portait le même prénom que son petit-fils et qu'il n'était pas conçu pour être un Terminator. Mais c'est vrai que la vidéo du robot qui tire tout seul et qui ne rate aucune cible a beaucoup circulé en 2017 sur les réseaux sociaux parce que c'est une vision pour le coup assez effrayante qui rappelle bien des fictions. Donc là encore, en tout cas, on est déjà dans une esthétique pour le coup très machinique qui n'a pas la dimension sympathique du robot japonais, mais on est encore dans l'idée du compagnon de travail. Donc, un objet qui est conçu, un robot qui est conçu plutôt pour effectuer des tâches à la place des humains. Il y a pas mal de démonstrations où on voit brancher une prise, accomplir des actions qui nécessitent une certaine dextérité. Et c'est vraiment sur cet aspect-là que la recherche a porté. On a créé un compagnon de travail. Bon, je ne vais pas me répéter encore une fois, vous avez compris l'idée. Astrobi, alors ça c'est là encore on n'est pas du tout dans le système robotique, c'est un petit système robotique flottant qui est constitué de 3 unités, qui a une fonction d'assistant. Alors, hop. Qui fait suite à une expérimentation lancée dans la Station spatiale internationale en 2006
de 3 sphères, une expérimentation qui s'appelait Sphère. Et il s'agissait de 3 petits satellites, très petits, d'environ, je crois, 30 cm de diamètre, qui flottaient dans la Station spatiale internationale et qui ont permis, qui ont permis de développement notamment le perfectionnement de programmes de formation de vol. Et puis c'était 3, donc ils devaient communiquer les uns avec les autres, de rendez-vous, d'amarrage et de décisions autonomes. Mais ces petites sphères n'étaient pas destinées à communiquer, disons, avec l'équipage. En elles, elles servaient d'expérimentation, mais elles fonctionnaient de manière totalement autonome par rapport à l'équipage. Et c'est la même chose pour ce système des sphères. Donc, pour ce système Astrobi, qui est destiné à fonctionner de manière autonome et non pas à servir d'accompagnement pour les humains en orbite. Alors, donc là, voilà, ces 3 petits systèmes flottants ne sont pas doués de la parole, et donc les interactions qui peuvent se produire avec les équipages sont assez limitées. Voilà, on peut se cogner dedans ou faire des expériences avec, mais il ne s'agit pas de communiquer avec. Et le dernier exemple qui m'intéresse, et peut-être plus parlant, c'est Simon, donc pour Crew Interactive Mobile Companion, qui est un système qui est expérimenté encore actuellement à bord de la Station spatiale internationale, alors qui rappelle un petit peu le Gertie 3000 de Moon, avec son visage aux expressions un petit peu symbolisées de manière dessinée comme ça. Donc il a une forme circulaire qui est pensée justement pour pouvoir voler dans toutes les directions. C'est une forme voilà, adaptée à son contexte. Absence d'angle pour réduire le danger potentiel pour les cohabitants humains. 32 cm de diamètre, des petits propulseurs. Donc c'est vraiment, il a la taille d'un ballon, entre une tête humaine et un ballon, disons. Il se nomme Simon en souvenir, ça c'est intéressant, puisqu'en souvenir du professeur Simon dans Captain Future, donc on est vraiment dans une référence aussi au monde de la fiction. Et il a été choisi de lui donner un visage neutre et un genre neutre, même dans sa voix, pour ne pas... voilà. En tout cas, c'est un choix de design. Il utilise le système donc Watson d'IBM, qui est un système basé donc, sur les questions-réponses et l'usage du langage naturel. Et sa version numéro 2, qui a été envoyée en décembre 2019 à bord de la Station spatiale internationale, a été dotée d'une intelligence émotionnelle renforcée pour qu'il puisse, là encore, servir pour l'accomplissement d'un ensemble de tâches dans le cadre des recherches spatiales ou de la vie à bord de la station, mais également pour qu'il puisse vraiment servir de compagnon pour les astronautes et les cosmonautes sur place. Voilà, donc on voit que, donc, pour conclure sur ces quelques exemples, dans le champ de la recherche spatiale, le robot n'est pas vraiment encore investi pour le coup comme une possible contre-mesure à ces problèmes d'isolement et de confinement. On est dans des recherches qui sont vraiment littéralement balbutiantes à ce sujet. Il n'y a que le Kibo en fait qui a été conçu voilà, comme un possible compagnon, en tout cas qui a été conçu pleinement pour cet usage. Par ailleurs, la forme humanoïde, elle est utilisée non pas pour créer, disons, une forme de familiarité pour les cohabitants humains, mais plutôt, par contre, s'il faut travailler avec les mêmes outils que les humains, alors il faut un corps à peu près similaire. Donc, il faut des mains mobiles, des jambes pour se déplacer, etc. Ça n'a à peu près rien à voir, disons, avec le désir de produire de la projection émotionnelle, projection qui d'ailleurs n'aurait probablement pas besoin, disons, d'une forme humaine pour s'effectuer. Alors, j'ai pas trouvé dans mes recherches d'études comportementales publiées qui porteraient sur les relations entre les hommes et les robots en contexte spatial.
J'ai pas non plus trouvé pour l'instant de témoignages de spationautes ou de cosmonautes similaires à ceux que l'on peut trouver pour les plantes. Les seules choses que l'on peut trouver en ligne, ce sont des démonstrations, en fait, des échanges entre les spationautes et ces robots. Donc on en trouve pour Simon, on en trouve pour le robot Kibo. Et on trouve aussi des vidéos où on voit chacun de ces robots, pour ceux qui sont en tout cas dotés de la parole, je pense que ça s'explique par la dimension récente de ces envois, de ces mises en orbite de ces robots, mais peut-être aussi par le fait que le monde de la recherche spatiale, qui est dominé par l'ingénierie encore largement aujourd'hui, envisage surtout les robots dans le cadre d'une relation strictement instrumentale. Je l'ai dit, donc ils sont envisagés comme des outils, des assistants pour les tâches les plus dangereuses, et très souvent le design d'interface reste assez pauvre. On voit dans le cadre de Simon, c'est évidemment une prouesse technique, mais c'est vrai que les choix graphiques faits pour même si le design d'interface se limite pas aux choix graphiques, mais en tout cas les choix graphiques sont assez limités. Dans ce contexte, il me semble que l'un des risques est que les humains eux-mêmes se robotisent. Dans l'ouvrage de Sandra Oplick-Moisberger qui s'intitule Architecture in Space, qui est une étude assez systématique des activités et des activités spatiales dans le cadre de l'architecture spatiale, elle s'intéresse justement à certains témoignages d'astronautes qui expliquent que pour eux, le travail est toujours la mission prioritaire. Et il y a notamment ce témoignage de Jerry Linenger en 2000 qui a retenu mon attention, qui est un astronaute américain, je crois. Il explique la chose suivante. Il fallait, de toute façon, c'est une chose dont tous les spationautes se plaignent, c'est la surcharge de travail dans le milieu spatial. Et il disait la chose suivante, il fallait compléter donc tous les buts de la mission et aller aussi loin que possible. Et si je devais me transformer en robot, alors pas de problème. Donc, and if I had to become something of a robot, so be it. Il y a vraiment d'accepter cette surcharge de travail et à la fois l'automatisation du travail et cette robotisation du travail. Alors bien entendu, il reste toujours possible d'inventer de nouveaux usages pour ces technologies préexistantes. Là, j'ai en tête un livre magnifique qui s'appelle Design Noir de Lune et Rabi, qui sont deux designers et artistes et théoriciens du design britanniques qui ont beaucoup écrit qui sont dans le champ du design spéculatif et qui du coup se sont beaucoup intéressés en fait à nos relations avec les objets techniques. Et dans Design Noir, qui est un ouvrage qui date de 2000, dans l'introduction du livre, il raconte un ensemble d'histoires d'histoires qui se structurent autour de relations entre des êtres humains et des objets électroniques. Donc, il y a par exemple l'histoire de quelqu'un qui se marie avec sa télévision, mais qui se marie vraiment avec sa télévision. Il y a pas mal d'histoires qui sont des histoires trouvées dans la presse, qui ne sont pas des histoires inventées, qui montre qu'il est toujours possible, en fait, en tout cas, de nouer des relations étranges et inattendues, en tout cas, avec ces objets techniques. Et alors, pour conclure rapidement, je voulais juste en revenir à cette question de l'habitabilité, que j'ai définie en introduction comme un ajustement de l'environnement aux besoins des spationautes. À l'issue de cette étude, je me demande s'il ne faudrait pas mieux penser à un mouvement d'adaptation qui se produirait dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire adaptation des spationautes à leur environnement, qui est justement un environnement machinique et robotisé. On voit que la définition initiale a renvoyé peut-être trop à une logique qui inspirait de la satisfaction des besoins humains, telle qu'on peut la trouver notamment dans le management. Et là, on aurait cité justement Christophe Kim, qui s'est beaucoup intéressé à cette question à sa définition de l'habitabilité. Dans un texte récent que j'ai mis en bibliographie, il dit la chose suivante, occidental, capitaliste et faussement universel, ce modèle ne saurait pourtant répondre aux questions relevant de l'environnement construit, sinon à le limiter à des artefacts pensés en fonction des utilisations et des rendements envisagés pour les individus qui le peuplent, et dont les contours sont ceux d'habitacles et d'habitats clos sur eux-mêmes. Donc c'est même tout le propos d'une architecte qui s'appelle Elisabeth Song-Lockhart, dont je vous ai aussi mis un magnifique texte en bibliographie, qui cherche à proposer, en lieu et place d'une conception de l'habitabilité comme management des besoins, une vision qui est fondée sur une dynamique
docilité et l'hospitalité s'articulent par le langage, par la technique et précisément par l'interaction. Donc dans le texte, elle décrit les choses lointaines et inconnues auxquelles il faudrait nous familiariser. Et dans le texte, elle évoque plutôt évidemment des paysages désertifiés de Mars ou de la Lune. Mais je me demande si dans ces choses lointaines et inconnues, il ne faudrait pas inclure en fait ces créatures machiniques, robotisées, automatiques ou intelligentes avec lesquelles nous sommes amenés à cohabiter, qui nous affectent et dont nous connaissons en fait si peu de choses. Je fais écho ici à la pensée de Gilbert Simondon, qui finalement ne disait pas autre chose quand il appelait à l'émergence au travail, disons, à l'émergence d'une culture technique beaucoup plus forte dans son ouvrage, du mode d'existence des objets techniques, un ouvrage dans lequel il assimilait la méconnaissance de ces objets avec une forme d'aliénation. Il faut se familiariser avec ces objets techniques, avec ces robots, et que c'est là, évidemment, que la fiction a bien entendu un rôle à jouer, puisqu'elle nous permet cette familiarisation. Et que, plus généralement encore, il faudrait réintégrer les robots et plus généralement les machines dans une pensée de l'interaction. Et que, en tout cas pour le genre du spatial, cela relève d'une forme d'urgence théorique. Cela permettrait d'articuler une pensée de l'habitabilité qui inclut les objets et nos relations avec eux, et qui nous permettrait d'imaginer, je conclurai là-dessus, des habitats spatiaux qui ne soient plus que des machines habitées. Là, c'est l'expression d'un architecte du spatial qui s'appelle Andreas Vogler. Il dit qu'il faudrait que les habitats spatiaux soient plus que des machines habitées. Et on pourrait même rajouter qu'il faudrait que ce soit plus que des espaces habités simplement par des machines. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles. C'était passionnant. Alors, moi, j'ai un super pro je parle. Donc, je ne sais pas trop ce que ça donne. Lentement. Je vais me permettre de poser une première question et après, on va laisser venir les questions suivantes. Moi, j'avais une question sur le genre. On a fait 2 séances sur la question du genre. Et alors, tu citais en fait, la question du genre, dans ton propos, elle intervient assez tard. On voit donc je crois que c'est Simon. Voilà, c'est Simon qui a un genre neutre, un visage neutre, une voix neutre. Manifestement, donc dans l'histoire des robots, la question elle arrive tardivement parce qu'elle a été peut-être formulée. En même temps, tous les robots qui précèdent, ils ont des voix masculines, ils ont des pectoraux, ils ont des tailles masculines, ils ont des noms masculins, etc. Est-ce que ça te paraît quelque chose d'intéressant dans la question de, justement, le fait peut-être que la question de la relation n'ait pas été posée parce que peut-être que les fabricants sont essentiellement des hommes et donc d'une relation d'homme à homme, entre guillemets, avec cette espèce d'anthropomorphisme, on ne s'interroge pas trop sur la relation, tandis que s'il y avait un peu plus de féminité dans les robots, comme il y a beaucoup d'hommes, ils se poseraient plus de questions. La sexualité est absente aussi, alors que dans la relation, c'est tellement important. Voilà, ouais. C'est des questions complètement vagues, ouvertes, mais tu auras sûrement des idées pour y répondre. Ce que je pourrais dire, c'est que je pense que tu as raison de dire que ça reste longtemps un impensé, en fait. C'est-à-dire qu'on reproduit le robot sur le modèle masculin parce que c'est la force de travail, la puissance. Donc, je pense qu'en effet, on ne s'est pas posé la question. Et que maintenant qu'on se la pose, précisément pour Simon, maintenant qu'on se la pose, la seule réponse possible, c'est pas d'inclure du féminin, mais c'est plutôt de neutraliser le genre pour ne pas... je pense pour le coup, pour ne peut-être pas sexualiser du tout la relation avec ces machines, c'est-à-dire... et pour que ce soit peut-être... pour que ça permette aussi aux spationautes féminines comme aux spationautes masculins d'interagir de la même manière avec ces objets, je pense. Donc, voilà, à mon avis, la réponse, elle se situe plutôt du côté de la neutralisation du genre, quoi. En tout cas, il y a une vidéo assez intéressante du designer qui s'appelle, alors, qui est un Allemand. Je vous trouve son nom parce que je l'ai regardé. Il a fait une sorte de TED Talk, le designer de Simon, qui est un designer de lampes en fait. Il n'a pas du tout travaillé avec le spatial jusque-là, et qui dit qu'il a fait ce choix de manière consciente de neutraliser le genre. En tout cas, il s'est posé la question. Donc ça, c'est intéressant, mais
Alors, à l'inverse, je trouve qu'il y a beaucoup d'ordinateurs de bord qui sont féminins. Parce que c'est des super assistantes, quoi. Ouais, elles sont censées être capables de faire toutes les tâches en même temps. Et donc, par exemple, dans un film comme Sunshine de Danny Boyle, il y a un ordinateur de bord qui s'appelle Icarus et qui a une voix féminine. Donc les ordinateurs de bord, parfois, quand même, ont des voix féminines. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est comme les assistants domestiques s'appellent Alexa. Parce que, voilà, c'est Ouais. terrible. Et ça, c'est dans la fiction ou s'il y en a aussi dans le réel, entre guillemets? Alors je veux pas, j'ai pas tout à fait encore élucidé cette question, mais si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de système d'ordinateur de bord calé sur ce qu'on voit dans la science-fiction, dans la Station spatiale internationale, parce qu'en fait, les interactions, elles se font avec le sol. C'est le sol qui parle. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas d'IA qui s'occupe de gérer tous les aspects de la vie en orbite. C'est vraiment dans l'interaction avec le ground control que ça se passe, en fait. Mm. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, les seuls exemples qu'on ait vraiment sont des exemples pour le moment fictionnels. Et D'ailleurs, voilà, dans Alien, l'ordinateur de bord, c'est Mother. C'est une femme aussi. Ah ouais. Ouais. Et une autre question liée au genre. Les auteurs, c'est que tu as trouvé des auteurs féminins Des auteurs féminins qui écrivent sur les de robots? quoi? Il y a une énorme partie, enfin, il y a une énorme science-fiction ouais, sur le cyborg féminin, ça c'est sûr. Mais écrits par Sur des femmes. Ouais, écrit par des femmes, il y en a plein, ouais. Ah d'accord. Ouais. Ben, déjà, enfin, Ursula Le Guin, je l'avais mise justement dans la bibliographie. Finalement, j'ai pas eu le temps de lire ce livre en particulier. Puis voilà, je suis coincée chez moi, donc en fait, je l'ai pas trouvé. Je voulais le prendre à la bibliothèque, mais je peux plus y aller. Octavia Butler. Ouais, non, si, pour le coup, sur la question de la citation, de l'interaction entre l'humain et le robot, il y a une énorme littérature féminine parce que justement, l'androïde et le cyborg, dans leur dimension soit transgenre, soit dans leur dimension de créatures exploitées, ont été des supports pour aussi énoncer la condition féminine. Mhm. Donc oui, de ce point de vue-là, pour la fiction, il y en a plein. Ça, je pourrais même vous faire une liste si vous voulez. Il y a même des expositions sur ça. Enfin, c'est très actif la science-fiction féminine de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Victor? Vous m'entendez? Oui. Ah, ok, super. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question dans votre introduction. Vous parliez justement de l'interaction avec le robot pour la santé psychologique, toute la question de l'assistant et du compagnon. Et de ce que j'ai compris, on avait beaucoup de vidéos de démonstration des cosmonautes, etc., par rapport à ces machines. Mais est-ce qu'on a véritablement documenté l'apport psychologique que pouvaient avoir ces dispositifs sur les collaborateurs spatiaux, en fait? Bah, c'est ce que j'ai dit à la fin. En fait, il y a des études qui sont en cours, mais comme c'est très récent, en tout cas, j'ai pas trouvé pour l'instant j'ai pas réussi à trouver d'études. Peut-être j'ai mal cherché, hein, mais j'ai cherché dans la littérature scientifique des études qui portent précisément sur ça, et j'ai pas réussi à, j'en ai pas trouvé. Alors le truc, c'est que pour le robot japonais, qui serait vraiment enfin, ça, pratiquement toute la littérature est en japonais. Donc là, pour le coup, j'ai un problème d'accès, c'est-à-dire que je peux pas lire les textes. Donc là, je pense qu'il y a dû avoir des choses parce qu'il a été envoyé pour ça sur la Station spatiale internationale. Mais je pense que c'est vraiment tout récent. Et donc, c'est des choses qui sont vraiment en cours d'étude. C'est un cours d'étude pour Simon. Et voilà, donc je sais pas si ça répond, mais voilà. Soit je suis vraiment nulle et je n'arrive pas à trouver, mais j'ai vraiment cherché. Ouais. Je pense qu'il y en a pas pour l'instant. Parce que voilà, pour l'instant, on n'en est pas encore au stade non plus. On envoie des robots juste pour ça.
Mais c'est vrai, mais on peut penser justement à. On parlait avant des tentes, notamment GPS, mais on imagine toujours le type qui GPS qui lui donne une mauvaise direction. Il y a quelque chose de l'ordre, ils excèdent avec ces dispositifs aussi. Donc, je me demande si finalement, la question du vrai confort, elle se dépasse pas vers la mer du monde. Ça aurait été intéressant, je pense. Elle se déplace pas vers quoi? J'ai pas entendu la fin de votre phrase. Pardon? Si la question du réconfort se déplace pas vers Une manière de devenir excédé face à ces dispositifs qui ne sont pas véritablement aboutis. On peut imaginer des bugs, on peut imaginer l'aspect émotionnel qui n'est pas du tout développé ou ce genre de choses en fait. C'est là qu'on voit la différence peut-être entre fiction et réalité finalement, avec des interlocuteurs, des machines qui n'arrivent pas à précisément redonner ce soutien psychologique qu'on leur demande en fait. C'est plutôt ces perturbations-là qui m'intéressent vis-à-vis des humains qui travaillent avec ces dispositifs non humains en fait. Ben là où c'est intéressant, c'est que, alors par exemple, pour vous donner un exemple, c'est un tout petit peu à côté, mais ça répond quand même à la question. Il y a eu une expérience de confinement qui s'appelle Mars 500, qui a eu lieu au début des années 2010, où on a enfermé pendant 500 jours 6 personnes dans un complexe architectural en Russie, pour étudier justement la logique du confinement, etc. Et il n'y avait pas de robots dans ce complexe architectural, mais par contre, il y avait tout un ensemble d'expériences qui ont été menées, notamment de dispositifs de réalité virtuelle et d'immersion, pour faire croire, pour donner l'impression qu'on est sur Terre, ou pour servir de contre-mesure vraiment à cette absence de vue sur un extérieur, etc. Et les membres de l'expérience qui ont participé ont fait un retour très négatif à la fin de Mars 500, en disant voilà, ce dispositif était complètement nul, que c'était vraiment exaspérant de voir regarder des images de la nature alors qu'on est enfermé dans un truc tout petit, que c'était mal pensé, etc. Donc il y a certaines expériences qui justement ne fonctionnent pas. Et je pense qu'il y a un truc pour moi qui est assez similaire dans l'idée que on va remplacer entre guillemets une relation humaine par une intelligence artificielle, ou je sais pas la vision d'un arbre par l'image d'un arbre. Il y a un peu la même logique qui est une logique de substitution et qui ne peut être que une logique de substitution, quoi. Voilà, perçue comme telle et comme un pis-aller, j'ai envie de dire, mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt perçu comme des pis-aller. Moi, ce qui m'intéresserait vraiment, ce serait vraiment maintenant qu'on rentre plus directement dans cette logique de qu'est-ce que c'est que ces relations qui se nouent, parce que même si c'est pas des relations de substitution qu'il faut nouer avec ces robots-là, c'est des relations à inventer en fait. Et donc c'est de ce côté-là, je pense que la fiction a du travail et que j'ai envie de voir ce qui va se passer dans la spéculation, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup. Il y a une question de Céline qui d'abord te remercie de ton exposé, et donc sa question qu'elle a beaucoup aimée. La question, c'est le robot Simon se veut neutre, mais son nom induit tout de même un genre. Cela ne remet-il pas la neutralité en question? Oui, bah alors c'est toujours la même chose, c'est toujours ces fameux acronymes. Je pense qu'entre le plaisir de trouver un acronyme qui correspond à un prénom et l'exigence de neutralité, ils ont tranché du côté. Je pense qu'ils passent des semaines à essayer de trouver le parfait acronyme qui est un prénom. Mais non, mais oui, évidemment, Simon. Mais quoi que Simone, c'est un prénom féminin. Hein. Après, je sais pas comment on prononce Simone en anglais. Ouais, moi non plus. Simone. Je pense qu'on dit plutôt Simone. Ouais. Pas de... Mais c'est vrai que pour l'instant, c'était le plus neutre des robots qu'on ait pu voir. Hein, parce que c'est pas Fyodor, le Terminator russe, qui incarne... Fyodor, c'est assez fou. Tellement il est effrayant. Moi, j'ai une... Donc voilà. Bon. Je crois qu'on est en décalé du coup, quand tu parles. Je me coupe moi-même parce que j'ai de l'écho. J'ai une question sur le contexte actuel. Est-ce que, ou bien en terminant de préparer ton exposé, ou bien en le disant,
est-ce que la situation de confinement t'a fait avoir de nouvelles idées, d'autres sujets de recherche, t'a donné une autre manière d'aborder le confinement? Alors, ça fait quelques mois que je travaille justement sur ces questions de confinement, parce que j'avais justement travaillé sur Mars 500, cette expérience Mars 500 donc 500 jours. Alors, je sais que par exemple, Gérard Azoulay, qui dirige le labo l'Observatoire de l'espace au CNES, a reçu un maximum d'appels depuis les débuts du confinement, parce qu'on lui demande de témoigner de cette question du point de vue du spatial. Je crois malgré tout, enfin évidemment j'y pense énormément, mais j'y pense en me disant que finalement on a de la chance, c'est-à-dire qu'on pourrait en plus de ça être entouré d'un vide parfaitement hostile, dans une atmosphère artificielle et sans gravité. Donc en fait j'y pense en me disant que je me dis qu'on n'a pas atteint le pire de ce qui est possible de faire en matière de confinement. Voilà, j'y pense plutôt comme ça, mais c'est vrai que j'ai lu, moi je suis confinée en famille, donc on est assez nombreux à la maison, et en lisant voilà toutes ces questions sur les dynamiques de groupe, où il y a des tensions, il y a des, je sais pas, au bout d'un certain temps, en fait, les gens commencent à déprimer. Évidemment que je me suis un peu identifiée à ces questions, parce que voilà, quand je sens que je commence à ne plus avoir le moral, je pense à l'entraînement des spationautes, et je me dis qu'il faut pas, il faut résister, et je vais prendre de la lumière et j'essaie de dormir davantage. Je suis les conseils et je tiens un journal de confinement. Mais en tout cas, je pense que voilà, la question de, enfin, en termes d'expérience sensible, le confinement spatial est beaucoup plus violent et beaucoup plus radical, parce que on est vraiment littéralement coupé d'un environnement naturel. Là, on peut encore ouvrir sa fenêtre et rester. Donc, voilà, je pense que c'est aussi évidemment une ressource de blague inépuisable, parce qu'on peut s'imaginer à la place de ces gens, on peut les imaginer en train de nous observer, se moquer de nous, parce qu'ils ont une expérience tellement forte de ce confinement qu'ils doivent trouver qu'on exagère de se plaindre. Enfin, je sais pas. Mais oui, j'y pense énormément, c'est sûr. Et ça m'a donné quelques outils, disons, pour résister, et quelques clés aussi, surtout sur les questions de dynamique de groupe, c'est sûr. Mais j'ai pas de robot à la maison. Je suis pas tombée amoureuse de ma télévision parce que je suis trop enfermée à la maison. J'en suis pas encore là, disons. Peut-être si ça dure vraiment très longtemps. Mais non, pour l'instant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Elle vous a coupé la langue? Pas d'autres questions ou remarques? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui tiennent un journal de confinement? Ou ça leur donne l'idée de le faire? Ils sont tous en mode mute. Robin, il n'a pas enlevé son micro. Et j'ai une dernière question. Est-ce que la question de l'inconscient intervient là-dedans? Est-ce que tu la vois formulée ou pas? Quand on essaye de faire l'interaction qui marche le mieux possible, mais bon, il faut évidemment de l'inattendu, il faut de l'inconscient, donc un petit peu avec de la psychanalyse de base et à dessous. Mais est-ce que ça, c'est une question qui apparaît ou pas du tout dans ce que tu as pu lire sur les robots, sur les études du rapport des gens à leur environnement dans l'espace, des choses comme ça? Bah, le problème, c'est qu'il y a très peu. En fait, c'est vraiment les ingénieurs qui décident. Donc, en fait, c'est là tout l'objet de la recherche qu'on fait, justement, c'est d'essayer de voir à quel endroit il y a eu des designers qui sont intervenus, des artistes. Enfin, à quel moment les choses sont pensées un peu plus que pour permettre juste de ne pas mourir, quoi. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Pendant quand même très longtemps, l'architecture spatiale et l'habitabilité spatiale, c'est juste qu'est-ce qui nous maintient en vie et nous permet d'être à peu près productifs dans notre tâche de recherche et donc c'est vraiment très très récent qu'on implique en fait dans le processus des designers. Et donc ils commencent tout petit à petit. Mais par exemple, j'étais assez déçue parce que c'est vrai que pour Simon, le designer
a finalement pas grand-chose à dire des choix qu'il a fait en fait pour cet objet, à part que c'est le plus neutre possible, etc. Mais c'est un peu des non-choix, donc il n'y a pas de. J'ai vu très peu de, à part dans le spéculatif, hein, mais dans les choses qui sont vraiment utilisées dans le milieu spatial, pour l'instant, il n'y a quasi rien. Enfin, il n'y a rien, mais non, c'est pas du tout une question qui est. Mais par contre, sur la question, alors quelqu'un qui est vraiment passionnant, c'est vraiment ce fameux texte de Sandro Locard est assez beau parce que elle s'intéresse à la manière aussi dont formuler notre rapport à notre environnement peut nous permettre de transformer notre rapport à cet environnement. Et donc il y a une sorte de forte, c'est pas la question de l'inconscient, mais c'est quand même le langage. C'est-à-dire comment à un moment donné verbaliser des qualités de cet environnement peut le rendre hospitalier. Et donc, évidemment, je pense que là, il y a tout un travail à faire de verbalisation qui peut, à un moment donné aussi, impliquer cette question de l'intention. Mais pour l'instant, ouais, je pense qu'avec l'émergence du spatial privé, on est en train de connaître en ce moment, il y aura peut-être plus d'expérimentation. Mais là, à part des expériences qui sont faites dans des universités, mais qui sont jamais en fait testées dans le milieu spatial, les choses que je vous ai montrées, c'est les choses les plus excentriques qu'on puisse trouver, quoi. Et c'est pas encore tout à fait excentrique. Donc il y a tout un champ de recherche en fait, là, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci énorme, hein. C'était passionnant. Super. Tu vas nous donner plus de force pour affronter le confinement. On va faire pousser les lentilles. Ah bah ça, faire pousser des plantes dans l'espace, c'est pas facile. Merci beaucoup, Gilles. Et donc, à la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, puisque c'est les vacances pour les autres. Bonnes vacances, du coup. Et belle Pâques. Et puis, bon printemps confiné, du coup. Et courage à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup. Courage à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.